Alors bienvenue sur la chaîne YouTube Ma Nutrition Avisée. Vous me retrouverez ici autour d'un café ou d'un thé virtuel en compagnie d'un invité, un professionnel et souvent un ami avec qui je vais partager un sujet autour de la nutrition. Et vous allez voir que les sujets vont être vastes. L'idée est de vous offrir un moment d'échange convivial avec des professionnels qui nous partagent leur expérience, leur expertise, sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et de simplicité. Alors, si tu veux toi aussi partager un café avec nous ou un thé, rejoins-nous ici dans cette nouvelle vidéo. S'il y a un sujet que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo, abonne-toi, écris-le en commentaire afin que je te trouve le bon professionnel. Bon visionnage et à très bientôt! Eh ben, salut Charles, Salut. Merci de m'accueillir dans ton joli, je sais pas, appartement, studio, je sais pas comment on doit le qualifier. En tout cas, tu vas nous expliquer où on est aujourd'hui. Je te remercie de prendre ce temps pour discuter avec moi. Alors pour ceux qui nous connaissent pas, j'ai lancé ma chaîne Ma Nutrition Avisée et l'objectif c'est d'aller à la rencontre des professionnels de santé pour parler d'alimentation, de santé, de nutrition, de prévention, bref. De choses qui vont intéresser les gens qui nous regardent. Donc, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter, Charles, et nous dire où on est ici. On est dans les locaux de mon cabinet, donc à Dardilly. Moi, je suis chirurgien dentiste, donc un cabinet dentaire. J'ai créé ce cabinet, je l'ai acheté il y a un peu moins d'1 an et on a vraiment emménagé en début d'année. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais parce qu'il me semble que tu ne fais pas que soigner les dents dans ce cabinet. Non, effectivement, on a plusieurs activités. Donc, en fait, au rez-de-chaussée, au premier étage, donc c'est le cabinet dentaire où ça sera, puisqu'il y a encore une bonne partie de ce cabinet qui est en travaux. Et au dernier étage, donc on a notre laboratoire de prothèses, les salles de réunion, les bureaux. L'open space dans lequel en fait on réfléchit à tout un tas de projets autour de la santé bucco-dentaire. Donc essentiellement des logiciels, mais pas que. D'accord. Et alors, comment on innove dans la santé bucco-dentaire alors? On innove à tout niveau en fait. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire dans ce domaine-là. C'est quoi le point sur lequel tu veux te battre et qui t'anime particulièrement? Ouais, le point essentiel, je dirais, de tout ce qu'on fait ici, c'est vraiment de redimensionner un petit peu le dentiste dans son environnement global. Qu'on ne le voit plus comme un petit soignant isolé, mais plutôt comme une communauté, je dirais, qui serait forte, en fait, vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis des patients et qui fassent vraiment écho à des besoins qui sont apolitiques en gros pour l'essentiel, quoi. C'est vrai qu'on parle rarement de la santé bucco-dentaire, en tout cas dans le domaine du grand public. Alors, nous, on en parle souvent entre nous parce qu'on est animé par notamment les sujets liés à la personne âgée et au vieillissement. Ouais. T'as vraiment deux particularités, je dirais. C'est que tu as quand même cette notion de prévention qui est assez rare dans le domaine notamment de la dentisterie, mais peut-être que je me trompe et tu me le préciseras. Et puis aussi, tu es animé par la population des personnes vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais exactement? Moi, j'ai un exercice dédié aux personnes dépendantes, majoritairement des personnes âgées, je dirais 85-90% des personnes âgées, et le reste sur des personnes handicapées plus jeunes. J'ai découvert un peu cette activité par hasard il y a quelques années, et puis j'ai décidé du coup d'orienter la totalité de mon exercice sur cette discipline. Okay. Donc c'est maintenant ce que je fais dans sa globalité au cabinet. Et pourquoi alors? Comment ça t'est venu là de vouloir t'intéresser à cette population? C'est ce que je répète un petit peu du coup à chaque interview, mais c'est vraiment par hasard. En fait, j'avais répondu à un moment donné où j'étais un peu disponible. À l'époque, j'étais à Grenoble. Je faisais une demi-journée de temps en temps comme ça pour des personnes sans papier dans une association. Et en fait, mon nom a un petit peu circulé auprès de celui qui était le dentiste conseil de l'ARS à l'époque, donc le docteur Cottard. Et on s'est appelé, puis il m'avait dit qu'il avait une mission en EHPAD où finalement on était un peu itinérant dans un groupement d'EHPAD. Et je me baladais d'EHPAD en EHPAD pour aller dépister et faire les soins de premier recours. Et donc j'ai découvert un tout petit peu la situation de ces personnes-là, qui est une situation qui malheureusement n'a pas beaucoup évolué depuis que je l'ai prise en main, mais c'est une situation qui était catastrophique. Et puis et je me suis dit, en fait, je suis particulièrement utile ici, et je trouve que
c'est important pour moi de me sentir utile au quotidien, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'entreprends en dehors du cabinet aussi. C'est parce que les soins, un petit peu comme le boulanger, si tu veux, on fabrique notre quantité de baguettes, et puis à la fin de la journée, c'est la quantité de baguettes qu'on a vendues qui fait un petit peu notre activité quotidienne. Et pour essayer d'avoir un impact, je dirais, un petit peu plus loin, c'est là que j'ai commencé à entreprendre avec les solutions de télémédecine. C'est là que j'ai découvert l'intelligence artificielle et ses applications dans notre métier. Et puis c'est là que de fil en aiguille, je me suis un petit peu dessiné cet objectif. Donc je ne perds pas de vue, absolument pas, les personnes âgées dépendantes, quand bien même l'activité entrepreneuriale prend de plus en plus d'espace, ça restera ce que je ferai, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. Alors c'est vrai, quand on parle de prévention, on se projette aussi dans ce qu'on devient quand on vieillit, forcément, et donc on fait de la prévention pour éviter tous les impacts liés au vieillissement. Donc la santé bucco-dentaire en fait partie. Toi, tu as vu, on en parle aussi souvent, tu vois des choses chez ces personnes âgées-là, alors en EHPAD, mais certainement ça doit être la même chose au domicile. Comment on en arrive là, en fait? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des personnes de 85-90 ans qui ont un état bucco-dentaire aussi délabré que ce que tu peux voir? Mais c'est assez intéressant parce que du coup, tu parles là, on est sur une chaîne finalement qui adresse tous les publics. Moi, quand on était étudiant, si tu veux, les personnes âgées, c'est pas une discipline qu'on avait particulièrement adressée, alors que pour la dentisterie pédiatrique, les enfants, on avait carrément un étage qui était dédié à cette discipline-là. Ça me paraît un petit peu injuste, quand je prends un peu de recul, que si on arrive à définir une catégorie pédiatrique, on n'ait pas réussi à définir une catégorie gériatrique. Alors, en Suisse, en Angleterre, en Belgique, c'est déjà le cas. En France, ça ne l'est pas du tout, et c'est un petit peu dommage. Mais du coup, ça fait qu'en France, on se retrouve avec une espèce de gap, en fait, parce que même si le problème est reconnu, il y a un gap important dans cette discipline. Mais c'est intéressant de voir comment, finalement, la santé bucco-dentaire, je dirais, elle évolue du plus jeune âge au dernier âge. Et aujourd'hui, j'ai cette vision-là, de par mes activités. Et la prévention, si tu veux, elle évolue. Tu sais, on dit souvent que, l'assurance maladie, toutes les institutions disent qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On devrait être capable d'individualiser ces conseils-là en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas les bons outils. Il y a des gens qui ne vont pas voir les dentistes pendant 15 ans et puis ils n'ont rien du tout. Il y en a d'autres, s'ils n'y vont pas tous les 3 mois, c'est une catastrophe. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir individualiser ça, et au-delà d'individualiser à proprement parler pour chaque personne, ce serait de trouver en fait quels sont les bons outils de prévention par catégorie d'âge, et particulièrement chez les personnes âgées, parce qu'aujourd'hui, comme je te le disais, il y a un vrai trou, et celui-là, j'entends bien essayer de le combler, quoi. Donc c'est ça la prévention pour moi. Alors, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que quand on vieillit, moi je vois avec mon père par exemple, dès qu'on lui demandait d'aller chez le dentiste, c'était tout de suite le drame, je ne vais pas pouvoir garder la bouche ouverte trop longtemps. Est-ce que la bouche, c'est un lieu intrusif pour la personne? Pourquoi on a tant de mal? Alors, j'entends qu'on doit avoir peur du dentiste aussi, mais est-ce qu'il y a ce côté un peu intrusif, le fait que on ouvre la bouche et qu'on montre nos dents et qu'on n'a pas envie? Ouais, carrément. Il y a un énorme impact intrusif. En fait, tu as 9 patients sur 10 qui me disent je vous préviens, j'aime pas le dentiste. Voilà. Et c'est quoi? C'est la peur que vous allez lui faire mal, ou la peur que tu rentres dans son intimité, entre guillemets? Alors, il y a l'intimité, honnêtement, plus on avance dans l'âge, plus on a l'impression qu'elle est mise de côté. C'est hyper malheureux, et on est obligé de rappeler ça aux personnes âgées, mais en fait, ils ont pris cette habitude d'être de toute manière toujours investigués, quoi, que ce soit tu vois, au niveau du corps ou quoi que ce soit. Donc, moi, je n'ai de cesse que de le rappeler, d'ailleurs, même si je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne comprend pas forcément, je le répète, je redis, etc. Mais effectivement, donc, il y a ce côté un petit peu intrusif, alors qui diminue probablement, mais chaque patient est assez unique quand même. Il y en a, moi je rencontre encore beaucoup de familles qui vous voient leurs enfants, et les enfants vous voient leurs parents. J'ai beaucoup de centenaires tous les jours, je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que j'ai des centenaires. Et donc, si on remonte quand même suffisamment loin, le dentiste à l'époque, c'était quand même pas le même non plus. On faisait des soins sans anesthésie qui coûtaient plus cher que les soins avec anesthésie. Donc en fait, si tu veux, ils ont en mémoire quand même des choses qui sont particulièrement douloureuses. Alors, aujourd'hui encore, tu trouveras des dentistes qui font mal, malheureusement, mais parce que c'est un peu inhérent à notre activité, et
Oui, la bouche est sensible, Voilà, les nerfs qui passent. Ouais, et puis bon, il y a peut-être aussi un problème de formation, parce que je pense qu'on peut pratiquer une dentisterie sans trop de douleur. Enfin, c'est un sujet qui est relativement complexe, mais on comprend pourquoi c'est encore un peu entretenu aujourd'hui. Donc, Et puis alors, je dirais, au-delà de l'esprit de douleur, c'est aussi l'esprit curatif. Moi, je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai toujours été voir un dentiste, j'ai des tartres à tout va. Mon dentiste m'a toujours soigné mon tartre. Entre guillemets, je ne sais pas si ça se soigne, mais en tout cas, il a toujours soigné mon tartre, ce qui est assez douloureux, parce que tu as les dents qui saignent, quand tu te brosses les dents, ça saigne, etc. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un dentiste qui m'a dit, on va arrêter de faire du curatif, on va faire de la préventive, et qui m'a expliqué, qui m'a enseigné comment prendre soin de mes dents avec la petite brossette. Et en fait, j'ai plus de dents qui saignent, j'ai beaucoup moins de tartre. Et pourquoi il n'y a pas cette logique préventive par les dentistes? Parce que c'est plus long, parce que c'est pas encore trop dans les gènes. Peut-être que les nouveaux dentistes s'y mettent un peu plus. Alors, je pense que c'est un problème un peu... c'est une bonne question. Je pense que c'est un problème un peu global. Tu as d'autres pays, comme la Suisse ou l'Angleterre, où ils ont créé un intermédiaire entre l'assistant et le chirurgien dentiste. On va appeler ça l'hygiéniste dans un pays, ou ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place en France, nous, l'assistant dentaire de niveau 2. Ça veut dire qu'en fait, on reconnaît qu'on a besoin d'une ressource intermédiaire entre l'assistante qui se comporte vraiment comme une aide opératoire et le chirurgien dentiste qui est théoriquement là pour faire de la chirurgie dentaire. Donc en soi, théoriquement, quand on va voir le dentiste, lui, il est formé à traiter des pathologies, des problèmes. Les agendas des dentistes ne désemplissent pas, donc ils n'ont pas forcément non plus le besoin de se réinventer particulièrement. Je te parle de la masse, bien sûr, tu as tout un tas d'exceptions qui sont fabuleuses au demeurant, mais tous ceux qui s'intéressent aux gencives et aux tissus avoisinant la dent, les parodontistes, les orthodontistes qui ont aussi parfois plus de ressources en termes de nombre d'assistantes, peuvent consacrer, et puis surtout, ils suivent les patients beaucoup plus régulièrement. Les enfants sont souvent chez eux pendant 3 ans, donc ils arrivent à vraiment essayer de suivre ce process-là et à mettre en place ces routines-là. Donc en fait, tu as la prévention qui est mal prise en charge en France, malheureusement. Le temps du dentiste n'est pas rémunéré pour le temps qu'il passe à montrer à quelqu'un comment se brosser les dents. Alors, et non pas que ce soit une fin en soi, en plus particulièrement, je suis sûr qu'on pourrait trouver des protocoles pour réussir à mettre ça en place convenablement, mais en fait, tout le monde n'a pas forcément ni les ressources, je dirais, cérébrales de se mettre dans cette philosophie-là, parce que parfois, t'as un flot de patients, un flot de problèmes, un flot de tout un tas de choses, et donc... Voilà, c'est assez difficile. Et en même temps, je trouve que vous avez une force de persuasion, parce que moi, je prends toujours l'exemple de le fait qu'on se brosse les dents, on ritualise notre brossage de dents, parce que depuis tout petit, on nous a dit, il faut aller à l'école, on nous a expliqué qu'il fallait se brosser les dents 2 fois par jour, ce qu'on a du mal à faire avec l'activité physique ou avec l'alimentation. Est-ce que justement, toi, quand tu vois l'état bucco-dentaire d'une personne, tu t'interroges potentiellement sur... Alors j'imagine le tabac, oui, mais sur les pratiques, son histoire, sa prise alimentaire, etc. Ouais, je m'interroge, mais après c'est un sujet sans fin, c'est un sujet vraiment profond, c'est un sujet qu'il faudrait réussir à adresser. Moi, tu passes 1 heure avec ton patient, quoi. Mais j'en ai même vu, on en a interviewé un dans un de nos podcasts qui pouvait passer jusqu'à 10 heures avec un patient et qui s'intéressait à lui dans sa globalité, qui cherchait à le prendre. Donc en fait, le problème en France, je dirais, mais probablement le problème de partout, c'est que si on limite pas nos soins, par exemple, à un domaine bien spécifique, probablement qu'en fait on ne s'arrête pas, quoi. On peut faire de la posturo, on peut faire plein de choses, on peut faire de l'hypnose, on peut faire tout un tas de choses. Donc à la fin, ça reste un compromis entre ce que le praticien a envie de mettre en place. Et puis la confiance que le patient peut avoir avec son praticien. Avec son praticien. Parce qu'un patient, en général, je ne sais pas si ça peut se quantifier, mais tu le vois combien de fois, un patient, en moyenne Alors, moi, j'ai une activité un peu spéciale. Après, pour parler de tout le monde, la sécurité sociale prend en charge 2 détartrages par an. Ça veut dire qu'elle considère que la routine pour se faire détartrer les dents, c'est 2 fois par an. Donc, ça donne un peu une information sur ça. Alors, bien sûr,
La plupart des Français ne font pas de détartrage par an. Quand ils en font un, c'est déjà bien. Mais encore une fois, ce serait vraiment de lier l'offre avec le besoin. Le plus important, ce n'est pas tellement celui qui y va tous les ans. Est-ce que c'est justifié qu'il y aille tous les ans? Alors justement, parce que si ça se trouve, non. Je vais te poser la question, parce qu'on a tendance plutôt à aller voir son médecin et son dentiste quand on a mal. Voilà. Et du coup, c'est quoi ta reco, toi? Alors, c'est d'aller voir son dentiste quand on a mal ou... Non, ce serait d'aller voir son dentiste au moins une fois, je dirais, puis qu'ensemble, vous essayez de travailler la bonne fréquence de rendez-vous. Ah oui, c'est à lui de le définir avec le patient. C'est ça. Moi, je le vois avec les personnes âgées. Aujourd'hui, j'ai décidé d'imposer une fréquence de rendez-vous et de contrôle tous les 6 mois. Et si au bout de 6 mois, je constate qu'en fait, c'était trop tôt, alors malheureusement, c'est rarement trop tôt, mais ça arrive quand même, là, je passe à une fréquence tous les 9 mois, puis tous les 12, en fonction de cette situation-là. Il se trouve que j'ai toujours plutôt à maintenir cette fréquence-là, voire à la réduire pour être au plus près. Mais on parle de personnes qui sont en fin de vie globalement. Ouais. Donc en fait, forcément, tu augmentes un petit peu la fréquence des rendez-vous. D'ailleurs, ça devrait être sensiblement la même chose, je dirais, avec les enfants. C'est-à-dire qu'en phase d'apprentissage, je pense qu'on devrait avoir des rendez-vous plus réguliers chez le dentiste, que ça commence à s'étaler et que ce soit beaucoup plus cohérent avec le besoin réel quand on est en phase d'adolescence, adulte, etc. Et quand on redevient une personne âgée, avec des premiers signes de dépendance, à ce moment-là, on devrait remettre en place cette fréquence et l'imposer. Quand je dis l'imposer, ça veut dire que pour moi, c'est au chirurgien dentiste de l'imposer. C'est ce que je fais. Je me suis trop rendu compte que quand je l'ai laissé, mes patients, ils me revenaient 3 à 4 ans après dans des situations qui étaient les mêmes que celles dans lesquelles je les avais trouvées. Alors, pas les mêmes dents, parce que c'est vrai qu'on les a soignés ou enlevés. Mais globalement, sinon, ouais, ça reste un sujet assez... c'est compliqué. Du coup, toi, tu donnes plutôt comme critère la dépendance ou une personne âgée. Nous, oui, la dépendance, mais nous, c'est vrai que moi, j'essaye de faire porter le message aussi qu'après 50 ans, il y a pas mal de changements physiologiques qui opèrent, la ménopause, donc le changement hormonal, mais aussi la perte de masse musculaire, la densité osseuse qui diminue. Est-ce que toi, tu penses que justement l'âge pourrait être un critère de dire à partir de 50 ans, par exemple, on va voir un peu plus son dentiste, ou c'est pas un critère? Non, alors c'est pas que c'est pas un critère, c'est qu'en fait c'est un critère parmi les autres. Il faudrait pas mettre l'âge par-dessus la grossesse. Il faudrait pas mettre l'âge par-dessus le fait d'avoir un terrain sensible, en fait. Tu vois. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut un rendez-vous avec c'est ça. En fait, il faut pas l'isoler. C'est pour ça que pour moi, il faut un suivi au plus jeune âge, puis après, il faut une espèce de petite routine dans laquelle on essaie de trouver cette bonne fréquence, entre guillemets, de rendez-vous avec son chirurgien dentiste en fonction de son patient. Moi, je ne vais pas donner la même fréquence à tous mes patients de la même manière. Alors, il se trouve que je le fais là, parce qu'en fait, comme je te disais, à mon avis, ça doit vraiment se protocoliser en phase de dépendance, c'est-à-dire quand on n'est pas en capacité soi-même de conduire, de savoir ce qui est bon pour soi ou ce qui n'est pas bon pour soi. Ça, c'est quand même le b.a.-ba de se dire que voilà, il faut quelqu'un pour prendre en charge ça. Quand on est enfant, on a souvent des parents. Quand on est âgé, on n'a pas souvent des enfants, malheureusement. Ou des enfants qui minimisent, en tout cas, les besoins. Complètement. Personne n'est au courant de ça. Personne n'a jamais ouvert la bouche de son parent la plupart du temps. Alors, tu en as quelques-uns, mais ça reste hyper sporadique, quoi. Alors, moi, tu vois, par exemple, mon père, je sais que j'essaie de le sensibiliser, mais quand tu as une personne en face de toi qui a 89 ans, tu lui dis, il faut que tu ailles chez le dentiste parce que là, tu as besoin... Puis tu as un rapport d'enfant. En plus. Toi, tu es son enfant, tu vois. Donc, quelque part, moi, si tu veux, les patients, là... Quand il y a les enfants, c'est plutôt et là ma fille, et là mon fils, je vais dire que je suis pas content d'être ici. Hein. Donc en fait, on est plus dans une dynamique, voilà. Donc... Mais je pense que c'est pas lié qu'aux dents. Enfin, je pense que de façon globale, aller voir un médecin ou un dentiste pour se dire qu'on va forcément potentiellement voir quelque chose qui va pas, ça fait pas envie. Mais particulièrement le dentiste, parce qu'en fait, ça reste quelque chose de... Je te dis, personne n'aime aller voir son dentiste, en fait. Tu vois, il y a un moment, enfin, je veux dire, même si je peux être souriant, on offre le café, on a des bonbons, on est sympa, tu vois, il y a même un chien maintenant, donc on essaie de tout faire pour être le plus sympa possible. Ça reste quand même un moment un peu délicat, parfois un peu, je dirais, compliqué, en fait, pour eux. Donc, si tu veux, c'est encore pire pour nous. Et puis surtout, malheureusement, bien souvent, moi quand je les ai en première consultation, voire en suivi, parce que justement la prévention au quotidien, elle est pas assurée ou mal assurée, je suis pas toujours très agréable. Mais c'est un passage. Et honnêtement, la balance entre le fait de ne pas être bien confortable avec moi 20-25 minutes, tous les 6 mois, parfois les 35 minutes, tous les 6 mois, 1 an, ça vaut largement le coup par rapport à la souffrance quotidienne qu'ils endurent. Et malheureusement, elle n'est pas toujours exprimée, pas toujours... Voilà.
on la masque, voilà. Donc c'est un sujet pour le coup qui moi me concerne particulièrement, qui parfois concerne un peu moins mes patients, donc je dois aussi les convaincre de se prendre en charge, mais quand ils ont mal, il faut y aller. Ouais. Et alors moi, là je vais faire le lien avec ce qui m'anime moi, l'alimentation. C'est vrai qu'on oublie quand même malgré tout que quand on mange, on a besoin de nos dents, on a besoin d'une bouche saine. Alors c'est quoi tes recommandations pour globalement avoir une bouche qui soit saine et le plus longtemps possible? C'est quoi? Donc tu disais pas forcément 2 fois par jour en fonction des personnes, mais tu as quand même une reco à donner. Oui, il faut se les brosser. Alors avec une brosse à dents classique, souple, électrique. Ouais, alors, en fait, il y a tellement de choses sur le marché, si tu regardes bien. Parce qu'on entend beaucoup de choses à la télé aussi, hein, les brosses à dents révolutionnaires. Là. Ouais, mais en fait, moi j'aime bien comparer ça à la vaisselle. Quoi. Tu vois, quand tu as une vaisselle sale, tu peux la mettre dans le lave-vaisselle et tu fais confiance à ton lave-vaisselle pour bien nettoyer, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut se méfier un peu de ce qu'on appelle les brosses à dents automatiques, qui seraient des brosses à dents complètes qui se mettraient dans la bouche et qui revendiquent de tout brosser d'un coup. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui a fait ses preuves sur le marché. Okay. Après, tu as les brosses à dents électriques qui restent quand même opérateurs dépendants, c'est-à-dire qu'elles ont un mouvement dans leur tête, d'accord, vibratoire ou oscillo-rotatif, mais elles restent dépendantes du mouvement de poignet, du mouvement de bras que tu vas faire. Et donc, en fait, c'est bien, mais si tu la poses sur une dent et que tu fais rien, il ne se passe rien. Hein. Tu pourrais faire la même chose sur ta vaisselle sale, tu verrais qu'il ne se passerait rien. Et donc, ça, c'est le premier problème. Et puis après, tu as la brosse à dents manuelle, alors toujours à poil souple. Hein. Tu verras jamais un dentiste recommander un poil médium ou dur. C'est complètement aberrant. Et puis, c'est vraiment 100% marketing. Et il y a des patients qui pensent avoir besoin de ça. Alors que ceux qui pensent avoir besoin de ça, ils doivent avoir besoin d'autre chose probablement, donc d'un accompagnement un petit peu pour essayer de comprendre quelles sont les sources de ce stress ou de ce qui fait qu'ils ont besoin de ça. Mais sinon, non, une brosse à dents à poil simple, on dit toujours la plus petite tête possible pour qu'elle puisse passer de partout, la plus dense possible, donc avec un maximum de poils, et la plus souple possible. Voilà, tu as tes 3 paramètres. Donc, brosse à dents dure qu'on trouve dans le commerce, elle sert à qui alors À personne. D'accord. Voilà. Okay. Même pas à mon chien, tu vois. Le chien qu'on a au cabinet, c'est avec une brosse à dents à poil souple et on va lui brosser comme ça. C'est vrai que les gens ont l'impression, mais moi la première, j'avais l'impression qu'avec une brosse à dents dure, on nettoyait mieux. Ça n'a aucun intérêt. Et ce que les gens oublient par contre, c'est les espaces interdentaires. C'est entre les dents de bien réussir à nettoyer cette zone où... Évidemment, c'est la plus compliquée à nettoyer, surtout quand tu as des dents qui sont mal positionnées. Et puis surtout, c'est un endroit qu'on ne voit pas spécialement. On méconnaît l'espace qu'on a au niveau de la papille, donc vraiment entre les dents. Et là, on peut passer un jet dentaire, une brossette ou un fil, peu importe, en fonction de notre dextérité. Ce qui compte à la fin, c'est que ce soit propre. Donc je dirais, peu importe l'outil, ce qu'il faut, c'est juste que ce soit propre. Et en fonction des gens, tu as des bouches qui sont déjà plus ou moins propres. C'est ce que les joues, la langue et la salive sont des éléments naturels protecteurs de nos dents et de nos gencives. Ce qui fait qu'en fait, quand tu as une langue bien tonique, pareil pour les muscles, donc les joues, les lèvres, etc., tu vas avoir un nettoyage naturel qui est plus efficace. Si tu as une salive aussi qui est riche en éléments protecteurs, bien dense, bien comme il faut, etc., tu as un risque cariogène bien réduit. Ce qui fait qu'en fait, monde injuste, quoi. Mais globalement, je peux pas te dire à toi. Ouais, c'est ça. Je me rappellerai toujours un premier remplacement. J'avais un couple qui vient, qui attend, qui rentre dans la salle de soins ensemble. Et en fait, tu as la femme qui passe après son mari. Son mari, je lui dis, c'est impeccable, un petit détartrage, voilà. Elle, je lui trouve 5 ou 6 caries justement entre les dents. Elle me dit, je comprends pas, je me brosse les dents tout le temps, lui, il se brosse jamais les dents et il a rien. Et c'est typiquement ce genre d'exemple, tu vois, qu'on peut décrire. Dans la minceur, qu'on l'a dans l'alimentation, bien sûr. Bien sûr que tu as partout, voilà, mon injuste. Donc il faut trouver, je dirais, ce bon compromis. Mais si on devait dire à tout le monde, c'est en fait... juste faire en sorte qu'elle soit nettoyée. Ça veut dire rendre conscient les gens, les enfants, ce que je dis à mes enfants, moi je leur dis, mais attendez, un bon brossage, c'est quand tu as regardé dans le miroir et que tu vois plus de saleté. Tant que tu en vois, c'est que tu as mal brossé. Ouais, mais je pense qu'on court tous après le temps, donc je pense que les gens, ils se brossent les dents, histoire de dire j'ai fait l'acte. Ouais, mais c'est malheureux ça, parce qu'en fait, tu peux faire vite et bien, ou alors tu peux prendre du temps et bien. Et en fait, à la fin, ce qu'il faudrait vraiment réussir à niveler, c'est d'abord la qualité. Moi, j'arrive à me brosser les dents en 30 secondes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi aussi, maintenant que j'ai pris le pli, je vais super vite. Et je passe même mes brossettes. Enfin, quand je dis 30 secondes, ça va être 30 plus 30 du coup, parce qu'après je passe toutes mes brossettes. Attention au message que tu fais passer. Mais en fait, mais globalement, tu comprends l'idée, c'est vraiment, en fait, on devrait niveler par la qualité plus que par la fréquence ou le temps. Sinon,
théoriquement pas de valeur, tu vois. Oui, puis on gagne après sur le temps parce que du coup, on va moins chez le dentiste parce qu'on a moins de problèmes. Moi, je parle beaucoup du microbiote intestinal. Est-ce qu'il existe un microbiote buccal? Et est-ce que c'est le même principe? Est-ce qu'il est altéré par notre mode de vie? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là et j'en avais rencontré 2-3 qui faisaient tout un tas de prélèvements. J'aimerais bien le devenir parce que sur les sujets, sur les personnes âgées, justement, j'aimerais bien réussir à m'y intéresser. Et puis, en fait, comme c'est des gens qui sont très monitorés d'un point de vue médical, je suis sûr que je pourrais recouper beaucoup de données pour essayer d'aller découvrir des choses, des liens entre pathologies, etc. Tu sais qu'on reconnaît que le dépôt de plaques amyloïdes, donc responsable de la maladie d'Alzheimer, viendrait d'un problème de parodonte, donc d'un problème en fait au niveau de tes gencives et de ton os, enfin des tissus qui environnent la dent. Et ça, en fait, si tu veux, quand je vois la vitesse ou les moyens avec lesquels on objective ce genre de choses, je me dis qu'on a moyen de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, à condition de responsabiliser chaque dentiste, j'irais, dans son rôle. C'est ce que je disais, ce que je fais avec cette société-là à côté, c'est ça en fait, c'est de venir essayer de leur faire comprendre quelle doit être leur position. Et donc, parfois, ça va juste être accumuler des jeux de données pour pouvoir aller faire un peu de recherche. Donc voilà. C'est ce qui rend intéressant la pratique. Effectivement, le microbiote, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, tu as la majorité de tes infections respiratoires qui viennent de bactéries de la bouche. Donc tu sais, sur des fausses routes, donc ça fait des infections respiratoires. Et donc, en majorité, ça vient quand même des problèmes de bactéries. C'est vrai qu'on a vachement peur de la fausse route chez la personne âgée, mais en fait, il faudra avoir beaucoup plus peur de la pneumopathie par inhalation dans des bouches qui sont mal nettoyées. Mais sauf que c'est invisible, donc on prend moins peur. Invisible pour vous. Moi, il n'y a pas une bouche qui m'est invisible. Non. Mais après, c'est le sujet qu'on a décidé d'attaquer. Mais tu parles prévention. Moi, le plus gros combat que j'ai tous les jours, et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de moyen de l'adresser convenablement, c'est vraiment de réussir à former les personnes qui peuvent brosser les dents au quotidien de ces gens-là. On voit encore des trucs, moi, qui me sont complètement aberrants, mais ces espèces de bâtonnets là, enduits de jeu. Mais alors c'est quoi la bonne... Ça ne te viendrait pas à l'esprit de faire ça à ton enfant ou à toi, en fait, du coup, à quel moment il y a quelqu'un qui a eu cette idée un petit peu... moi, j'aimerais bien savoir qui c'est, qu'on retrouve un petit peu d'où ça vient et qu'on puisse en discuter, parce que je ne sais pas d'où ça sort. Une brosse à dents, utilisez une brosse à dents. Pourquoi je ne serais pas capable de te répondre, mais effectivement, c'est des choses qu'on voit en milieu hospitalier ou Moi, je n'ai jamais compris. Et pour le coup, quand j'étais même en mobilité, moi, j'y allais avec la brosse à dents. Je leur disais, mais comment vous en servez? Surtout que chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, la brosse à dents, c'est un objet connu. Quand on arrive avec un bâtonnet... Théoriquement. Oui, normalement. Je croise les doigts. Et on change combien de fois de brosse à dents? Il faut la changer combien de fois par... Il n'y a pas de règle. Si tu regardes, même au sein d'une fratrie, moi je me rappelle de mes petites sœurs qui les changeaient à peu près toutes les 3 semaines, tous les mois, alors que moi je pouvais tenir 6 mois après, on avait l'impression qu'elle était neuve. Toi, tu étais voué à être dentiste en fait. J'en sais rien, je sais pas si c'était ça, mais en gros, moi, ma brosse à dents, elle est tant impeccable. que la brosse à dents, elle est impeccable, on peut les poils sont impeccables. Après, je la lave bien et j'appuie pas comme un dératé, quoi. Alors que mes sœurs, c'est vraiment des grosses barjots. Donc, en fait, elles ont des poils, tu vois, qui sont tout ébouriffés. Et en fait, un poil comme ça, en fait, il a plus d'intérêt. Puis il fait mal. Alors, il fait mal, mais surtout, il a plus d'intérêt. Ça veut dire qu'en fait... autant se brosser les dents sans poil. Du coup, on n'utilise que le manche. Le siwak, c'est une branche de bois là, un petit peu fluorée qu'ils utilisent. Les Bédouins utilisent ça dans le désert. Là, tu connais ça. Ils en revendent de plus en plus en pharmacie, mais en fait, ça fait le taf. Donc en fait, des mecs qui sont sans caries dans le désert avec cette branche, en fait, si demain tu sais t'en servir, tu utilises que ça, puis c'est très bien. Et le chewing-gum à midi pour enlever les... Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais. Okay. En fait, ça n'enlève pas le brossage, mais... Non, ça n'enlève pas le brossage, mais en fait, c'est quand même... C'est un truc de plus dans la bonne direction. Encore une fois, si le seul paramètre que tu gardes en tête, c'est d'avoir les dents propres, donc tu vas regarder, qu'est-ce que le chewing-gum va faire? C'est qu'en fait, il va venir capter les éléments qui sont entre tes dents. Donc en fait, ils sont mélangés dans ton chewing-gum après, tu vois. Il te fait saliver aussi. Avoir un chewing-gum, ça te fait saliver, donc ça stimule finalement la protection naturelle de tes dents. Donc c'est un truc qui va dans le bon sens, comme le brossage de dents. Alors justement, on parle de mâcher. Moi, je me bats pour dire aux gens qu'il faut continuer à mâcher des aliments. On est dans une génération qui tend à manger des aliments de plus en plus liquides. Voilà. Est-ce que toi, déjà, est-ce que ça fait partie des recos
demandes aux gens. Et surtout, est-ce que tu vois du coup des transformations dans les dents des jeunes générations qui arrivent ou pas encore, peut-être trop tôt? Tu poses la question de savoir s'il y a une incidence en fait sur le mixé, enfin du mixé sur l'état bucco-dentaire. Sur le fait de manger moins, de moins mâcher, Ah. est-ce que ça a une incidence du coup sur l'état bucco-dentaire, sur la force des dents, Alors, j'ai pas le recul. Ouais. J'ai pas le recul. Je veux pas te dire de bêtises. Par contre, moi, je déplore énormément qu'on mette les gens sur des états autre chose que normal, parce qu'il y a un peu d'angoisse, parce qu'il y a un peu de peur. Franchement, le premier truc à regarder, pour moi, c'est quand même la bouche. Enfin, ne serait-ce que, tu vois, dans le circuit, enfin, je veux dire, si on prend juste un ordre chronologique de l'alimentation, la première chose à regarder, c'est l'état bucco-dentaire. S'il y a un état bucco-dentaire sain, il n'y a pas de raison de passer a priori. Après, il y a effectivement tous les troubles de la déglutition et tout ce qui peut s'en suivre, mais sinon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et effectivement, il faut continuer de mâcher. Moi, je recommanderais à quelqu'un, mais ça paraît assez naturel, en fait, de se dire que il faut. Ça veut tout et rien dire. C'est comme si on disait à un nourrisson, il faut que tu mâches. En fait, tu vois, il y a un apprentissage de la mastication qui commence par la succion, tu sais. Non, mais tu peux l'expliquer. Voilà, c'est ça. Non, mais qui commence par la succion et en fait qui va avoir une incidence sur la forme de la mâchoire. En fait, on fait des mouvements avec notre mâchoire qui font que, en fait, on a de plus en plus, finalement, la possibilité de mastiquer avec les dents qui apparaissent. Donc, on a des repères, la langue se déplace un petit peu en arrière. Donc, en fait, il se passe quelque chose en grandissant qui fait qu'on apprend, si tu veux, à mâcher. On pourrait prendre la mécanique inverse chez les personnes âgées. Imaginez qu'il y a un désapprentissage naturel qui doit s'opérer. Ce à quoi moi je suis censé lutter par rapport à ça pour permettre aux gens de mastiquer. Parce qu'en fait, théoriquement, pour moi, ils doivent mourir en mastiquant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on n'est plus il y a 1000 ans ou il y a 1500 ans où, si tu veux, ils pouvaient éventuellement mourir. Déjà, ils mouraient beaucoup plus jeunes, mais pour le coup, ils mouraient en mastiquant, voilà, ça c'est sûr, mais ils étaient tu beaucoup vois, plus jeunes. Donc c'est presque un problème récent en fait qu'on découvre là. Mais du coup, Parce que c'est quoi le risque si on mâche moins? D'un point de vue purement dentisterie, hein. Est-ce qu'il y a une conséquence Les dents bougent toute la vie. Ça veut dire qu'en fait, elles sont en permanence en mouvement. Et c'est quand tu dis en mouvement, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'elles ont tendance à vouloir sortir en permanence. Ah d'accord. Elles ont tendance à ce qu'on appelle égresser. Et en fait, les dents, elles sont retenues par les dents d'en face. Donc, en fait, donc si on laissait la bouche ouverte des années, les dents continueraient à pousser. La tendance, alors elles se déchausseraient, elles partiraient, mais c'est ça. En fait, quand tu n'as plus de calage d'une dent, par exemple parce que tu en as perdu une, tu vois que la dent, elle commence à sortir de sa logette. En fait, les dents, elles sont placées dans ce qu'on appelle un couloir d'équilibre, d'accord, qui est en fait un couloir dans lequel les forces qui s'appliquent sur les dents s'équilibrent. Donc devant, c'est la lèvre qui va les retenir pour les empêcher de partir en avant. À l'intérieur, c'est la langue qui n'arrête pas de les pousser quand on parle, quand on machin. Ils sont malmenés quand même, nos dents. Elles sont pas mal. Et elles bougent en fait. Et c'est pour ça qu'on dit, tu sais, qu'elles bougent, oui, mais j'ai fait de l'orthodontie. Mais en fait, parce qu'elles bougent tout le temps. Et en fait, si elles ne sont pas dans ce couloir d'équilibre, elles continueront de bouger. Et donc c'est ça. Donc il faut des rapports de force en permanence entre les dents. Donc les conséquences, finalement, c'est la perte des dents. Oui, alors pourquoi on perd des dents alors? Qu'est-ce qui fait que les dents tombent alors à un moment donné? Alors c'est probablement plein de problèmes, mais globalement tu parlais de la bouche toujours ouverte. En fait, si on avait toujours la bouche ouverte, on aurait la bouche sèche. Donc là, on aurait plein de problèmes qui se mettent en place et c'est en cascade en fait que tu finis par les perdre. D'accord. Globalement, tu perds tes dents parce qu'elles sont trop cariées, trop abîmées, trop infectées. Dans ce cas-là, c'est le dentiste qui les enlève. Sinon, c'est la perte de support. En fait, elles sont ancrées dans l'os. Exactement. Donc la gencive et l'os qui disparaissent ou qui diminuent un petit peu dans le temps. On a des dents qui bougent et puis qui finissent par tomber. Et on en oublie presque que l'alimentation peut agir aussi sur la qualité de nos gencives, sur la qualité de l'os, de l'ossature de nos dents. Mais l'alimentation, de toute façon, ça joue sur tout. Je veux dire, c'est la base fondamentale. Enfin, tu vois, quand tu as quelque chose comme ça que tu répètes tous les jours, c'est comme respirer. Enfin, je veux dire, manger, ça fait partie des b.a.-ba de la vie. Donc, en fait, effectivement, ça a une incidence. Après, encore une fois, même cette incidence, elle est à relativiser en fonction des personnes. Mais on peut traiter les dents à n'importe quel âge. Tu as un patient de 90 ans qui viendrait te voir, ou tu irais le voir. Il n'y a pas d'âge finalement pour s'occuper de ses dents. Moi, j'ai que des patients qui ont 100 ans. Enfin, quand je te dis 100 ans, c'est en fait... Depuis qu'ils te voient, ils vivent jusqu'à 100 ans, en fait. Non, c'est vrai. Non, mais figure-toi tu as beaucoup de patients qui sont très âgés, alors. Oui, bien sûr. Et après, tu vois, on a aussi beaucoup de patients...
dont les enfants nous disent qu'ils se remettent à sourire après être passés chez nous. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, le sourire. Quand tu supprimes les fouets, alors c'est des sourires sans dents parfois, ou des sourires avec des dents un petit peu en piano, en touche, voilà, comme ça, mais ça reste des sourires, et finalement le sourire, qu'il soit denté ou pas, ça reste la transmission d'une émotion. Donc en fait, c'est important. Tu as des gens qui viennent te voir parce que justement, c'est purement esthétique. Non. C'est vrai. Non, parce que ça peut bloquer d'avoir des dents un peu sales, jaunies, ou des dents toutes de travers, ça pourrait bloquer dans un développement personnel, dans le milieu professionnel. Non, je te dis non, parce qu'en fait, ce que tu entends par esthétique, toi, c'est probablement pas ce que j'entends moi. On parle de l'estime de soi, nous. Le fait de se regarder dans un miroir et de se voir sans dents, à un moment donné, ça peut être perturbant pour les gens. Donc en fait, on va remettre des dents, pas pour qu'ils puissent plaire aux autres, mais pour qu'ils puissent se plaire encore à soi. Donc là, je vais avoir des hommes et des femmes de manière assez équivalente. Ça reste rare, malheureusement. C'est-à-dire que on a plutôt tendance à vouloir fermer la bouche, à se dire c'est pas grave. Ou à se dire je le mérite pas, ou à mon âge, pourquoi je me mets des dents. Et en fait, la réalité, c'est que moi, il se passe pas, je pense, une semaine ou 2 semaines avec des gens qui n'ont pas la larme à l'œil quand on leur met l'appareil. Donc, même chez des gens hyper dépendants, des gens qui parlent pas, des gens qui s'expriment pas, etc., quand on leur remet... Alors, après, ils le supportent, ils le supportent pas, il y a le machin, il y a tout un tas de trucs qui rentrent en jeu. Toujours est-il que je pense que ça fait du sens et que moi, il ne m'appartient pas de décider pour eux. Bien sûr. Je ne dis pas, non, je ne fais pas de dents parce que tu as 100 ans. Non, j'ai appareillé un monsieur de 110 ans. Alors, ça a duré 6 mois parce que malheureusement, il est décédé dans la foulée. Mais ses enfants, qui étaient aussi au demeurant assez âgés, m'avaient dit, mais si on avait su il y a 10 ans, on l'aurait fait il y a 10 ans. Et tu sais, quand tu vis toujours dans le, ah oui, mais combien de temps moi, je ne fais pas ce genre de pari. Moi, je vous propose ce que je peux faire, ce que je sais faire, puis après, vous faites ce qui vous appartient. Et on mâche aussi bien avec un dentier que sans... Ça dépend des gens. Et globalement, non. Tu ne mâches pas de la même manière avec quelque chose qui est vissé, chevillé, ancré dans tes os, dans tes dents, qu'avec des appareils qui sont juste posés. Après, tu peux mettre ce qu'on appelle des implants, donc c'est des chevilles factices, entre guillemets, c'est des chevilles prothétiques, quoi, que tu viens visser dans l'os et par-dessus lesquelles tu viens reconstruire une dent ou plusieurs dents. Et dans ce cas-là, tu as des solutions fixes et on mâche aussi bien. Et qu'est-ce qui fait le choix entre le dentier amovible et le dentier fixé, les dents fixées à la gencive? Les sous. Ah oui. Malheureusement, la meilleure solution, ça reste l'implant, toujours et dans toutes circonstances, honnêtement, mais ça reste un problème financier. C'est beaucoup plus long. Beaucoup plus onéreux. Alors, c'est pas forcément beaucoup plus long, c'est pas forcément beaucoup plus contraignant, surtout chez les personnes âgées où en fait le résultat qu'on va essayer d'aller chercher, il n'est pas forcément le même que sur une personne plus jeune. Non pas parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence soi-même, mais plus parce qu'en fait, on n'opère pas dans les mêmes conditions. Donc en fait, il y a d'autres enjeux qui entrent en compte, mais effectivement, aujourd'hui, le plus gros sujet, il est financier. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de curatifs. Et la prévention, pour moi, c'est d'aborder les gens avant qu'ils rentrent en situation de dépendance et de leur dire... En fait, vous avez un terrain qui est peut-être un peu problématique. Je trouve que le risque à garder les dents, même si elles sont en bon état, il est un peu important. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que quand il n'y a plus rien dans la bouche, la seule chose qui reste, c'est les implants. Ça veut dire que quand les dents acceptent volontiers de partir, d'être déchaussées, d'être carriées, d'être tout ce que tu veux, les implants, ils ne bougent pas. C'est très rare que ça... Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a des dents plus importantes que d'autres? Ou est-ce que toutes les dents... Par exemple, on pourrait se dire, allez, j'ai perdu ma dent du fond, je la remplace pas parce qu'elle est finalement pas très utile. Non, il n'y a aucune dent qui est moins importante qu'une autre. Il y a un sujet sur les dents de sagesse, parce qu'en fait, c'est un peu comme le 5e petit doigt de pied là, qui est amené à disparaître. En fait, on a des mâchoires qui sont de plus en plus petites. C'est notre évolution. Et donc, en fait, on a cette dent qui reste là, qui a une utilité qui est de plus en plus inutile, plus en plus compromises. Donc, elles sont souvent enlevées, les dents de sagesse, parce qu'elles manquent de place et parce qu'elles risquent de poser des problèmes. Mais sinon, il n'y a pas une seule dent qui a moins d'importance qu'une autre. Tu les remplaces toutes systématiquement. J'ai du mal à imaginer un dentiste pouvoir te dire « Oh non, celle-là, elle ne pose pas de problème ». Non, mais le patient pourrait dire « Bon, j'ai pas forcément utilité de cette dent. » Mais il le fait. Le patient, il le fait volontiers. Non, le patient le fait volontiers. Il n'y a pas de problème. Oh, c'est une dent du fond, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur cette espèce de couloir d'équilibre. En fait, tout ce qui va venir perturber ce couloir d'équilibre, c'est un élément qui va potentiellement
t'inscrire en fait dans un circuit un peu vicieux. Ça veut dire qu'en fait, la perte d'une dent, la perte d'une carie, un trou dans la dent, enfin tout un tas de choses, c'est autant d'éléments qui vont dans cette direction-là. Alors sans avoir un discours dramatique, parce que c'est absolument pas mon style, c'est juste de te dire qu'en fait la balance, elle commence à se mettre dans une dynamique un peu vicieuse. Alors il y a des gens, dans 20 ans tu reviens, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de problème. Puis il y en a d'autres, 3 mois après, tu as les dents qui se sont mis dans le trou, les dents qui étaient à côté sont venues se mettre dans le trou, la dent d'en face qui a commencé à sortir, et là, tiens, je commence à avoir mal aux mâchoires. Donc nous, si on doit redéconstruire tout ça, c'est encore plus long, c'est encore plus compliqué. Donc globalement, il faut tout faire pour garder ses dents le plus longtemps possible, quoi. J'invente rien. Et on parlait de la prévention des enfants. Moi, je suis assez d'accord avec toi qu'on pourrait faire la même chose. On parle de la pédiatrie et il y a la gériatrie de l'autre côté de la vie. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de messages de prévention auprès des enfants. Ça paraît inné pour nous, en tant que parents, d'amener nos enfants chez le dentiste. Alors, peut-être parce que c'est nos enfants et qu'on se dit c'est pas pour nous. Voilà, ça a responsabilité aussi. Est-ce que tu penses que si demain, on faisait cette même action de prévention, je sais pas, après 70 ans, par exemple, comme on le fait pour certains dépistages, etc., pour les dents, ça pourrait générer cette envie de la part des patients plus âgés de venir voir son dentiste. Ou toi, comment tu sens tes patients quand tu les vois? Si tu veux, en fait, je sais pas. C'est une bonne question. Le comportement, il est assez particulier aussi. Tu as beaucoup de parents qui reçoivent le courrier, donc MT-Dents, qui est un super dispositif pour les enfants. On pourrait dire MT-Dents, mais même à 70 ans. Mais attends. Tu penses bien que je suis le premier à vouloir me battre pour ce genre de choses. La problématique... Alors, je pense que ce serait une bonne action dans un bon sens. Je pense que le problème, c'est qu'en gros... alors, ça fait peut-être mal au cœur de le dire, et je ne sais pas si ce que je dis, c'est vrai ou pas, mais j'ai plus l'impression que la société fera un pari... sur sa génération future que sur sa génération passée, quoi. Tu vois, on a plutôt tendance à avoir une société qui se désengage un petit peu des personnes âgées, et je trouve ça très dommage et dommageable d'ailleurs pour la société. Les conséquences se verront peut-être à plus long terme. Mais voilà, sans rentrer dans des débats un peu trop compliqués, j'ai du mal à imaginer que ça se produise, mais après... Voilà, et cette génération MT-Dents, est-ce que tu as l'impression qu'elles vont être une génération à mieux prendre soin de leurs dents ou pas? Je sais pas, honnêtement, c'est pareil. Si tu veux, le MT-Dents, c'est je vais voir mon dentiste. Donc probablement qu'en fait, ça me donne plutôt l'impression d'un effort important au bénéfice qui ne va pas être si important dans la foulée. Tu vois, on déploie des ressources et beaucoup d'argent pour ce dispositif-là. Je pense que le bénéfice mesurable ou mesuré à la fin, il ne sera pas si important que ça. Mais encore une fois, c'est une supposition, donc c'est mon avis et puis on verra bien. Je ne sais pas, encore une fois, c'est extrêmement difficile de se mettre à la place de ceux qui essayent d'innover, qui essayent de faire de nouvelles choses dans ce sens-là. Non, je pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être s'appuyer sur les nouvelles technologies pour avoir un diagnostic plus proche du besoin, plus facile aussi. C'est pas normal aujourd'hui, je trouve, encore de devoir aller chez son dentiste pour voir si on a un problème avec les smartphones. Non, mais c'est vrai, en fait, tu vois, on parlait de télémédecine, et c'est comme ça que moi j'ai découvert un peu. Mais c'est pour moi, c'est des vraies sources de prévention, ça. Ça veut dire faciliter un diagnostic à distance. En fait, je suis en vacances, j'ai un problème, je suis capable de le voir. Ça, c'est des vraies actions à mettre en place. Et je trouve qu'aujourd'hui... Alors, c'est rigolo ce que tu dis, parce que moi, ce qui m'a fait un peu... tilter sur la notion de prévention et sur l'engagement qu'il pouvait y avoir, c'est que j'ai essayé, alors je m'en excuse par avance pour les fournisseurs de ce produit-là que mon dentiste met là, un produit violet là, où tu mets... Un révélateur de plaques. Voilà, un révélateur de plaques, et en fait il te met ça et te montre dans un miroir, et tu vois globalement où c'est que tu t'es bien brossé les dents, et là tu as mal brossé. Et en fait je me dis, alors peut-être que moi je suis sensible à ça parce que je suis professionnelle de santé, mais c'est vrai qu'on pourrait trouver des moyens à domicile de mettre un peu une sorte de révélateur pour se dire, tiens, tu t'es bien brossé les dents ou pas. Bon, après, c'est la sensibilité des uns et des autres, mais... Mais c'est un kit d'apprentissage. Mais tu vois, moi-même, je ne l'ai pas fait avec mes enfants. Oui. Je devrais. Bon, après, ils sont encore petits, mais je devrais le faire parce qu'en fait, c'est justement moi qui leur dis, en fait, il faut regarder dans la glace si c'est propre ou pas. Je les vois à chaque fois, ils regardent.
Ça, pour le coup, c'est bien intégré dans leur routine. Je devrais me caler, je sais pas, sur un mois avec le révélateur en leur disant... Mais on fait la même chose avec les mains, tu sais. Oui. Dans les écoles, j'ai vu qu'ils faisaient ça. C'est super, parce qu'après, les mains, c'est quand même... Voilà, c'est super. En tout cas, c'est révélateur. Complètement. Là, c'est factuel. Ça parle bien, ouais. Ça parle à tout le monde. Après, voilà... Et après, tu disais l'IA, parce que je sais que tu es assez friand de ça. On pourrait demain imaginer qu'on se prenne en photo notre bouche et un petit bonhomme qui nous dise Aline, Charles, tu t'es pas super bien nettoyé les dents. À condition que l'IA soit capable de voir ces éléments-là. En fait, on en revient toujours un peu au même truc. Je pense qu'il y a... si tu veux, ce que l'IA peut voir, théoriquement, tu peux le voir. Donc ça veut dire que tu peux te passer d'IA. Si tu n'es pas capable ou que pour ton enfant ou quoi, c'est des formidables outils en fait pour te permettre d'objectiver ça. Après, l'utilisation de l'IA, ça suppose d'avoir envie de se poser la question, de se mettre un téléphone dans la bouche ou une caméra ou n'importe quoi. Donc tu vois, il y a aussi toutes ces problématiques d'accès, mais globalement, je pense que tout va dans le bon sens. Quoi, hein. On est en train d'essayer d'améliorer les choses pour que... Donc toi, tu vois plutôt Tu ne le vois pas comme une bête noire, l'IA. Tu l'accueilles plutôt... Faudrait être fou. Hein. En tout cas, oui, il y a des pour et du contre dans le milieu médical. Je parle après, il y en a qui sont un peu frileux de l'arrivée de l'IA. Ouais, mais c'est les mêmes que ceux qui étaient frileux de l'arrivée d'Internet. En fait, mais sans parler d'être frileux ou pas, moi je le respecte profondément. Hein. Je veux dire, comme pour Internet, en fait, ça a bouleversé tout un tas de choses et ça a éliminé aussi des trucs bien. Au passage. T'as pas eu que du bon, hein. Ah non, bien sûr que non. Non, puis il y a plein de dérives, il y a plein de... Non, mais voilà. Mais globalement, si tu veux, l'ignorer pour moi, c'est une terrible faute. Donc faire l'autruche, c'est vraiment... C'est pas correct non plus. Voilà. Mais par contre, c'est un outil dont on pourra plus se passer, dont on peut déjà plus se passer aujourd'hui. Hein. On l'utilise depuis des années sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, tout à fait, ouais. Je vais te poser une dernière question avant de clôturer. Tu nous as parlé des podcasts, là, tu nous as un petit peu parlé. C'est quoi l'objectif de tes podcasts? Parce que je pense que c'est assez rare qu'un chirurgien dentiste lance des podcasts. C'est quoi l'objectif? À qui ça se destine pour que les gens le sachent? Alors nous, on a créé un podcast qui s'adresse exclusivement donc, aux chirurgiens dentistes qui décident de faire autre chose que les soins. Ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir des praticiens qui ont lancé des sociétés de formation. Donc il y a différents moyens de faire de la formation. Il y a des dentistes qui ont créé des brosses à dents innovantes, rigolotes, tout ce que tu veux, avec des publics cibles. Tu as des dentistes qui vont inventer des dentifrices, des bains de bouche. Tu as des dentistes qui vont faire des logiciels. Tu as des dentistes qui vont faire des laboratoires de prothèses. Donc tu as des dentistes qui font tout un tas de trucs en dehors de ce à quoi ils étaient destinés, supposément, socialement en tout cas, professionnellement. Et en fait, moi, c'est cela que j'ai envie d'aller mettre en avant, montrer qu'en fait, on peut faire aussi autre chose, même si l'activité du cabinet, c'est fabuleux. Il ne faut surtout pas imaginer que... c'est important d'être au contact des patients. Pour moi, c'est primordial. Si tu veux, ça fait partie de ce qu'on est ou de ce qui nous définit. Donc c'est essentiel. Si on veut innover, il faut être aux côtés de l'usager. Tout à fait. D'ailleurs, tu vois qu'il y a des innovations qui ne pouvaient être portées que par ces chirurgiens dentistes au profil très particulier, très atypique. Et donc moi, j'ai envie de les mettre en lumière auprès de cette communauté. J'ai envie de montrer qu'il y a des gens qui font des trucs incroyables. J'ai envie d'aider les jeunes et les moins jeunes qui hésiteraient à se lancer dans cet environnement-là, parce que c'est un environnement un peu particulier aussi. Et puis surtout, en fait, ça va dans le sens de fédérer cette communauté, de faire en sorte qu'elle existe et qu'elle se soutienne en fait dans ces projets-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire savoir, de faire reconnaître, et puis de faire découvrir accessoirement. Parce que moi, les échanges avec ces gens-là, je les ai en dehors du micro. C'est trop cool de pouvoir les avoir à un moment donné ou de les partager numériquement. Tu m'étonnes. Et du coup, ça m'amène une dernière question, et cette fois, c'est sûr, je te laisse. Aujourd'hui, il y a moins de vocations à devenir dentiste dans la filière... il y a moins de vocations de jeunes qui veulent devenir dentistes? Non, c'est même plutôt l'inverse. Moi, j'avais mon médecin traitant, qui était une dame adorable qui est partie à la retraite, qui m'expliquait qu'à l'époque, les places de chirurgie dentaire étaient prises après celles de médecine. Aujourd'hui, en première année commune, tu as des dentistes qui partent dans les 20%, je dirais, des places de médecine. D'accord. Donc en fait, c'est de plus en plus demandé, c'est de plus en plus féminisé aussi, la profession, et on a de plus en plus d'inscrits sur le territoire. Il y a de nouvelles facs qui ont ouvert. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Merci Charles pour toutes ces réponses à ces questions. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis, bonne continuation à toi. Je te remercie. Merci à tous. Merci.